Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans nos archives, mais pas n'importe lesquelles. Non, pas vraiment. On va explorer la manière dont la presse spécialisée de langue française a parlé, ou plutôt n'a pas parlé, des femmes dans le jeu vidéo. C'est ça. Et on couvre une période immense, près de 40 ans, de 1980 à 2019. Et pour faire ça, attention, on ne se base pas juste sur des souvenirs ou des anecdotes. Notre source, c'est du solide. C'est une étude scientifique très rigoureuse. Présenté à l'université de Caen, c'est bien ça. Exactement. C'est un vrai travail de fourmi. Ils ont analysé des décennies de magazines pour en extraire des données très concrètes. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette étude. On veut comprendre ce que les mots, et surtout les chiffres, racontent sur la place de la joueuse. Est-ce que c'était une caricature? Une progression lente vers l'égalité? Ou quelque chose de bien plus ambigu. Allez, c'est parti, on va voir ce que la presse avait dans le ventre. Bon, avant de sauter sur les résultats, juste un mot sur la méthode, parce que c'est vraiment la clé pour comprendre. Oui, bien sûr. Les chercheurs ont fait ce qu'on appelle une analyse lexicométrique. Ça a l'air un peu barbare comme nom, Un peu, oui. mais en fait, l'idée est assez simple. Ils ont rassemblé un corpus énorme de 1075 magazines de jeux vidéo francophones. 1075. Oui, et ils ont utilisé un logiciel pour compter chaque occurrence de 4 mots bien précis. Joueur, joueuse, joueur et joueuse. D'accord, donc on ne se contente pas de lire et d'interpréter, on compte. C'est la visibilité, pure et dure. C'est ça, la donnée brute. Alors allons-y. L'étude parle d'un véritable choc des chiffres. J'imagine que le terme n'est pas choisi au hasard. Absolument pas. Tenez-vous bien. Sur toute la période, donc de 1980 à 2019, l'étude a comptabilisé 84 534 mentions des termes « joueur » ou « joueurs ». 84 000. D'accord. C'est énorme. On sent bien que c'est le terme par défaut, le centre de l'attention, quoi. C'est le mot de base. Et donc, la question qui tue, pour joueuse ou joueuse, on est à combien? J'hésite à faire un pronostic. Allez-y. Allez, je me lance. 1/10. Peut-être 8 000, ce serait déjà un gros écart. C'est une estimation, disons, très optimiste. Ah. Le chiffre réel, c'est 262. Pardon. 262. Non mais attendez, 262, pas 2600, hein, on est bien d'accord. Juste 262. Juste 262. Sur 40 ans. C'est fou. On n'est pas dans un simple déséquilibre, là. On est dans un rapport de plus de 320 pour 1. Le mot « joueuse » est un accident statistique. C'est vertigineux. Ça change complètement la perspective. On ne se demande plus comment on parlait des joueuses, mais... Mais si on en parlait, tout simplement... Exactement. Et j'imagine que l'étude va plus loin que ce chiffre brut. Oh que oui. Et les détails sont encore plus révélateurs, si c'est possible. Prenez la distribution, par exemple. Le mot « joueur » apparaît dans 98% des magazines du corpus. D'accord, donc quasi tous. Ne pas en parler, c'était l'exception. C'était la base, le tissu même de ces publications. Et pour joueuse? Le mot n'apparaît que dans 14% des magazines. 14%. Ce qui veut dire, en creux, que 86% des magazines de jeux vidéo publiés sur 40 ans n'ont jamais, pas une seule fois, écrit le mot joueuse ou joueuse. C'est dingue. Même dans les périodes où on sentait que la pratique se féminisait, le mot restait absent de la très grande majorité des publications. Et même quand il est là, c'est à dose homéopathique. L'étude note le record d'occurrence dans un seul magazine. Ah oui, ah. Pour Joueurs, le pic, c'est 533 mentions dans un seul numéro. 533, ok. Pour Joueuses, le record absolu est de 20. 20. Donc, dans le meilleur des cas, la meilleure performance pour joueuse en 40 ans, c'est 20 petites mentions. C'est à peine du bruit de fond. Précisément. Et le chiffre qui achève de peindre le tableau, seul 1,8% des magazines du corpus mentionnent à la fois les joueurs et les joueuses. Ah, ça c'est intéressant. L'idée même de mixité, de s'adresser aux deux en même temps, c'était une curiosité éditoriale. Ce déséquilibre est tellement énorme que ça soulève une question presque historique. Est-ce que ça a toujours été comme ça? L'étude nous dit quand ces mots sont apparus pour la première fois. Oui, et les dates sont très parlantes. La toute première fois que le mot « joueur » est associé à un jeu électronique, c'est en décembre 1980, D'accord. dans la revue Jeux et Stratégie. Pour le jeu vidéo sans strict, juin 1981. Donc, dès le début, le joueur est là, il existe. Le joueur est un pionnier. Et la joueuse, alors, elle débarque quand? Un an après? Ou le fossé est déjà là dès le départ?
Le fossé est déjà là. La première apparition du terme joueuse liée à un jeu vidéo, c'est en octobre 1983. Donc plus de 2 ans après. Oui, toujours dans jeu et stratégie. Mais ce n'est même pas le délai le plus intéressant, c'est le contexte de cette première apparition. Ah, voilà, ça devient croustillant. Dans quelle phrase ce mot apparaît-il pour la toute première fois de l'histoire? La voici, tirée de l'étude 1. La possibilité est enfin offerte aux joueurs et joueuses de choisir le sexe de leur personnage. Attendez, que je sois sûre de bien comprendre. Oui. La toute première fois qu'on écrit le mot joueuse dans un magazine de jeux vidéo, ce n'est pas pour parler d'une femme en chair et en os qui tient une manette. Non. Mais pour décrire une option dans un menu de jeu. C'est exactement ça. La joueuse, en tant que concept, est d'abord apparue comme un avatar, une construction virtuelle avant d'être reconnue comme une personne réelle. C'est une information capitale. L'étude précise d'ailleurs qu'avant cette date, le mot joueuse était bien utilisé. Mais pour les jeux de société, les échecs, les dames, D'accord. pour le jeu vidéo, son acte de naissance, c'est celui d'un personnage à l'écran. Ça veut dire que dès le départ, la joueuse est une image, une représentation, avant d'être une actrice. Du coup, ça rend la question de ses significations encore plus intéressante. Absolument. Puisque le mot est si rare, quand il est utilisé, il désigne quoi, vraiment? C'est là que ça se complique. Les chercheurs montrent que le mot est polysémique, il a plusieurs visages, souvent très éloignés les uns des autres. Ah oui, Le premier usage, qui est assez surprenant, c'est celui d'un adjectif, pour qualifier une machine. comment ça? Une machine joueuse? Exactement. Il y a une citation du magazine Tilt en 1986 qui décrit un nouvel appareil comme étant, je cite, « aussi puissant qu'un ordinateur et aussi joueuse qu'une console ». Donc ici, joueuse veut dire ludique, amusante. Ça n'a rien à voir avec une personne. Zéro. C'est un usage politique, on va dire, mais qui déshumanise complètement le terme. D'accord. Et ensuite, jeu. Quel autre sens on trouve? Ensuite, on retrouve le sens originel de la première mention, la joueuse comme personnage non joueur, un PNJ. Un adversaire dans le jeu. Voilà. Un autre article de Tilt, en 1989, parle d'un jeu où l'on affronte une belle princesse qui est une joueuse redoutable. Là encore, c'est un adversaire programmé, un obstacle, pas une pratiquante. Et j'imagine qu'on arrive au cas le plus problématique, celui où le mot ne désigne même plus un personnage, mais carrément un objet. C'est l'exemple le plus cru que l'étude a relevé. Ça vient du magazine Amstar CPC en 1989, dans un article sur le jeu Street Poker. Oh là. La phrase est sans équivoque, je cite « Vous avez droit à 2 joueuses, Donna sur la première face de la cassette et Sam sur la seconde. C'est terrible. Ici, les joueuses ne sont même plus des personnages qui jouent. Ce sont les prix du jeu. » C'est ça les femmes qui vont se déshabiller à l'écran. Le mot est complètement vidé de son sens et rempli d'une charge objectivante. Le détournement est total. La joueuse n'est pas celle qui tient les cartes, mais celle qui subit le résultat de la partie. C'est exactement ça. Ce panorama des significations est déjà édifiant. Mais passons maintenant au cœur du sujet. Quand les journalistes parlaient enfin des femmes qui jouent réellement, comment ils s'y prenaient? J'ai l'impression qu'on va trouver le meilleur comme le pire. C'est tout à fait ça. L'étude identifie plusieurs approches journalistiques qui coexistent, parfois dans les mêmes magazines, ce qui est fascinant. D'accord. La première, la plus simple, c'est l'approche neutre. C'est rare, mais ça existe. Il s'agit d'une simple mention inclusive. Par exemple, Joystick en 1993 écrit entre guillemets « Des joueurs et joueuses s'affronteraient dans des univers virtuels ». C'est factuel, c'est inclusif, point. C'est le service minimum, mais vu les chiffres du début, c'est déjà notable. C'est déjà quelque chose, oui. Ensuite, il y a l'approche genrée. Ah, là on segmente. Voilà. On ne se contente plus d'inclure. On identifie les femmes comme un marché à part, avec des goûts spécifiques. L'étude cite un article de Génération 4 en 1996 sur le lancement de jeux Barbie. Classique. Et l'objectif affiché est de répondre à l'émergence d'un public féminin en proposant une approche plus féminine du jeu vidéo. Donc on n'est plus dans les joueuses existent, mais dans les joueuses veulent des jeux de filles. C'est une logique marketing qui crée des catégories. Tout à fait. Mais tout n'était pas stéréotypé, il y avait aussi des approches plus positives, non? Oui, et c'est important de le souligner. L'étude parle d'une approche favorable. On trouve par exemple un article de Joystick en 1992 qui va vraiment à contre-courant. Ah, Le journaliste déplore le manque d'héroïnes dans les jeux et se réjouit de voir de plus en plus de femmes jouer.
Il va même plus loin en analysant que les héros masqués, comme les ninjas, pourraient permettre une identification féminine. Ce qui est une réflexion assez fine pour l'époque. Très fine, oui. C'est un îlot de progressisme en quelque sorte. On sent une vraie volonté de réfléchir au-delà des clichés. Bon, on a vu le neutre, le genré, le favorable. J'ai le pressentiment qu'il nous reste la catégorie la plus lourde. L'approche sexiste. On y arrive. Et là, l'étude présente une série de citations qui sont déconcertantes. La première est un cas d'école de maladresse. Racontez-moi ça. Dans Tilt, en 1993, un journaliste semble vouloir s'excuser pour des propos tenus avant, mais il le fait d'une manière très étrange. C'est-à-dire? Il écrit qu'il ne voulait pas mettre les joueuses au pilori, ce qui est un bon début, mais il enchaîne immédiatement en disant qu'il cherche une femme qui partagerait ses goûts pour les jeux, Non! en transformant son mea culpa en petite annonce personnelle. Et il conclut par un appel presque désespéré. « Jouez, ne nous laissez pas dans un univers uniquement masculin. C'est un mélange de repentance, de drague et de supplication. » C'est lunaire. On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais je crois qu'il y a des exemples bien moins ambigus. It's for her. D'accord, pourquoi pas. Et l'article se termine par cette phrase sortie de nulle part. « Tant mieux, elles font rien qu'à pleurer et à cafeter. Waouh, c'est d'une violence. » C'est brutal. Le texte annonce une initiative commerciale et se conclut par une insulte misogyne complètement gratuite. Le décalage est total. C'est une violence éditoriale, absolument. Et cette tendance à l'objectification ou au mépris se retrouve ailleurs. L'étude cite une critique de jeu de tennis. Oui, Great Courts 2, toujours dans Joystick, en 1991. Le journaliste écrit, et je cite, « Ça fait bien plaisir, surtout que le graphiste ne s'est pas gêné pour nous montrer l'adorable petite culotte des joueuses lorsqu'elles sont vues de dos. » stop, on parle d'une critique de jeu là. La fonction première, c'est de dire si le gameplay est bon. Normalement, oui. Et le critère d'évaluation du journaliste, c'est la vue sur les sous-vêtements des personnages. Le jeu lui-même devient un prétexte. Complètement. Le regard n'est plus celui d'un critique, mais celui d'un voyeur. Et ça perdure, même sous des formes plus modernes. L'étude donne un dernier exemple qui date de 2007. 2007, on est beaucoup plus proche de nous. En effet, l'article, dans Joystick encore, parle d'un concours Miss Video Game. Le journaliste qualifie lui-même l'événement de bien cliché. Il montre une certaine distance, D'accord, il a un regard critique. en apparence. Mais il détaille ensuite le prix de la gagnante, un voyage pour faire bonzette, 1000 $ et une console Wii. Le ton est moqueur, mais au final, il relaie et amplifie tous les stéréotypes qu'il prétend dénoncer. C'est le sexisme postmoderne. On le pratique, mais en disant qu'on sait que ce n'est pas bien, ce qui est censé tout excuser. C'est un peu ça, oui. Alors, après ce voyage, que retenir de tout ça? Si on essaye de faire la synthèse, ce n'est pas un tableau simple, tout en noir ou tout en blanc. C'est la conclusion principale de l'étude. Il serait faux de dire que la presse était uniquement sexiste. La réalité est plus complexe. On a vu qu'il y avait des approches plurielles qui coexistaient, neutres, favorables au marketing genré et ouvertement sexistes. Il n'y avait pas une seule vision de la joueuse. Non, c'était un éclatement de représentations contradictoires. Mais au-delà de cette pluralité, il y a quand même une conclusion qui écrase toutes les autres, j'ai l'impression. Oui. Et elle nous ramène aux chiffres du début. Peu importe les nuances qualitatives, la conclusion quantitative est sans appel. C'est l'écrasante disproportion. Voilà. Sur 40 ans, la presse spécialisée a traité le jeu vidéo comme un domaine massivement, presque exclusivement masculin. Les quelques mentions de joueuses sont des gouttes d'eau dans un océan de discours centrés sur le joueur. Et ce n'était pas juste un phénomène médiatique, c'était ancré dans la culture de l'époque. Exactement. L'étude le souligne bien, cette conclusion est renforcée par d'autres éléments. Il suffit de se souvenir des boîtes des consoles des années 70 et 80. Ah oui, c'est vrai. Les photos sur les emballages montraient presque toujours des pères et leurs fils ou des groupes de garçons. La culture matérielle du jeu vidéo et sa culture médiatique se renforçaient mutuellement. C'est fascinant. On est parti de chiffres bruts, presque abstraits, et on est arrivé à des citations très concrètes qui incarnent une époque et ses biais. C'est ça. Et cette étude, au final, ne parle pas que du passé. Elle pose une question qui résonne encore aujourd'hui. C'est là que ça devient particulièrement pertinent. Les auteurs notent que cet héritage, ces décennies de représentation, pourraient encore avoir un impact. Comment ça? Par exemple, sur la manière dont les enseignants ou les élèves perçoivent l'usage des jeux vidéo en classe. Ces vieux stéréotypes ont la peau dure et peuvent influencer inconsciemment qui on encourage à utiliser ces outils. Ce qui nous amène à la pensée finale, la question un peu provocatrice qui conclut la présentation des chercheurs et qui va aussi conclure notre analyse.
Précisément. Après avoir exploré cette historique, cette construction médiatique d'un loisir au masculin, la question demeure. Après 50 ans, après l'arrivée des premiers jeux dans les foyers, peut-on vraiment dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo échappe enfin à la question du genre? Coup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.